Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur notre chaîne Bonheur TV, source de bonheur de la génération. Aujourd'hui, nous avons nos invités. Je suis avec Monsieur Gaston Mutaloa et Mukashema Claudine. Gaston, bonjour. Bonjour au bonheur. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Surtout parler des problèmes rwandais, des problèmes qui ont commencé au Rwanda quand nous on était petits. Malheureusement, on a presque grandi dedans, mais on a tout vécu. Donc, j'espère on va donner beaucoup plus d'informations à ceux qui ne connaissent pas le Rwanda et surtout qui veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda. Et ben voilà, parce que des fois les gens ils voient les Rwandais, ils se disent ben, ce sont des criminels, oui, ils ne savent que ça s'entretuer. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir être utile et donner des informations utiles aux gens qui vont nous suivre aujourd'hui ou qui vont nous suivre dans les jours à venir. Merci. Eh bien, c'est vrai, les Rwandais ne savent que vraiment s'entretuer. Ils peuvent faire autre chose et ils connaissent aussi autre chose. C'est vrai ce que vous dites. Alors, nous allons continuer, bien sûr, dans cette lancée et nous allons saluer Madame Claudine Mukashema. Comment vous allez? Merci, bonjour, bonsoir à tout le monde. Un grand merci de votre invitation. En effet, on va pouvoir informer et dire aux jeunes, aux plus jeunes et aux amis des Rwandais et la vraie réalité des problèmes du Rwanda. En tout cas, merci de votre invitation. Voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi simplement de vous avoir et nous allons, comme Gaston le disait, nous allons parler de quelques questions, la situation rwandaise, pour informer bien sûr aux uns et aux autres qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda. Eh bien, nous allons inviter tous nos amis, tous nos frères qui puissent intervenir à tout moment pour qu'ils puissent nous rejoindre et nous allons essayer d'échanger quand même les idées les uns et les autres. Alors, qui est M. Gaston? Pour qu'on puisse commencer, nous allons connaître qui est Gaston, bien un homme qui aime bien lire, mais vous allez vous présenter vous-même. Gaston, à vous la parole. Merci, bonheur. Voilà, qui est Gaston? Je ne dirais pas que c'est un, c'est un petit Rwandais, je suis Rwandais comme tout le monde. Et je suis né au Rwanda, dans la préfecture de Gisenyi, c'est au nord-ouest du Rwanda. Voilà, je travaille dans le domaine de la ICT, comme on dit au Rwanda, mais c'est dans le domaine de l'informatique. Et je suis né donc au Rwanda, au nord-est du Rwanda. J'ai fait mes études primaires et secondaires au Rwanda. Et j'ai eu la chance de faire mes études supérieures ici en Europe. Et je ne sais pas si... Bon, quand la guerre a commencé, j'avais déjà 18 ans. Donc, ben voilà, je ne sais pas si je peux en dire plus, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va intéresser plus les gens qui veulent connaître la situation du Rwanda. Ok, Merci. bah, écoute, il faut quand même connaître quelqu'un qui nous sommes en train d'échanger et l'interlocuteur. Eh bien, Madame Claudine Mukashema, et à vous la parole également. Merci, oui, je suis bien, Madame Mukashema Claudine. Aujourd'hui, j'habite en Belgique. Je suis de nationalité française et je suis arrivée en France en 2001. Je suis née au Rwanda, dans la commune, avant ça s'appelait commune Rubavu, préfecture de Gisenyi. Et aujourd'hui, on appelle partout Rubavu, ce n'est plus Gisenyi, ni je ne sais plus quoi. Eh bien, au Enfin, nord-ouest également du Rwanda, c'est ça? voilà. Merci beaucoup. Moi qui vous parle, je m'appelle Bonheur.
Donc, on va nous entretenir sur justement la situation du pays. Pour commencer, en fait, on sait que le Rwanda a été échelonné par une situation vraiment, je dirais, évolutive. Depuis 1959, il y a eu la révolution. En 1973, il y a eu, je dirais, un coup d'État, le changement du pouvoir. Et en 1994, il y a eu un génocide qui a coûté la vie des milliers de personnes. Et c'est surtout cette situation qui va intéresser nos téléspectateurs. Eh bien, euh, comme le disait Gaston, donc beaucoup de gens connaissent le Rwanda par le génocide. Et lorsqu'on parlait des Rwandais, automatiquement, quand tu arrives à l'extérieur et on te pose la question d'où viens-tu, la réponse je viens du Rwanda, automatiquement, on te pose la question si tu es Hutu, tu es toi, tu es Tutsi, et c'est surtout Tutsi et Hutu qui se reconnaissent, qu'on connaît beaucoup plus que les autres. Alors, là, la dérivation de la réponse, c'est de savoir si tu as commis un génocide ou pas, ou tu as été victime du génocide. Alors, Monsieur Gaston, bien que cette situation est arrivée, mais on sait très bien que le Rwanda n'était pas dans cette situation depuis fort longtemps. Il y avait l'unité au Rwanda. Mais est-ce que réellement tu confirmes cette unité ou bien il y avait toujours des querelles entre la société rwandaise? Merci pour cette question, Bonheur, qui n'est pas vraiment compliquée. Enfin, pour répondre à cette question qui n'est pas compliquée pour moi, mais difficile pour quelqu'un qui n'a pas vécu au Rwanda. Pourquoi je dis difficile pour quelqu'un qui n'a pas vécu au Rwanda? C'est que les gens ont tendance à ne pas chercher à comprendre pourquoi il y a des problèmes. Ils veulent toujours avoir une réponse directe. Alors, je dirais que des petits problèmes, je pense pour moi, dans ma génération, les problèmes, ça existait, mais c'était que le problème entre les Hutus et les Tutsis. Pourquoi? On ne va pas entrer dans les détails, peut-être c'est pas le moment aujourd'hui, mais on aura le temps d'en parler dans les jours à venir. À l'époque, jusqu'à 59, c'était les Tutsis qui étaient au pouvoir et il y avait un roi. Et le roi avait le pouvoir absolu. Et il faut rappeler que les Tutsis constituaient 14% de la population. Le reste, les 84% de la population, c'était les Hutus. Et pourtant, le roi, il était Tutsi. Et le 1% qui est resté, c'était les Toits. On a tendance à les oublier, mais il y avait les Toits aussi. Alors, les Tutsis avaient tout, enfin, je viens de dire que le roi avait tout le pouvoir, mais les Tutsis avaient tous les privilèges. Ça veut dire que les gouverneurs des régions étaient exclusivement des Tutsis. Ils étaient nommés par le roi. Et ça a continué jusqu'à dans les années 52-53, parce qu'il y avait même des écoles, je ne sais pas si vous vous rappelez, Christ-Roi et à Nyanza, qui étaient réservées qu'aux Tutsis. Les Hutus ne pouvaient pas entrer dans cette école. Et avec l'arrivée des missionnaires, les Hutus ont eu la chance de fréquenter des écoles catholiques. Et là, ils ont appris l'histoire. Ils ont appris l'histoire européenne ou l'histoire des autres populations. Et ils ont appris un mot qui est la démocratie. Ils ont essayé de comprendre ce que c'est la démocratie. C'est à partir de là qu'ils ont dit non, il y a le roi, mais le roi doit être neutre. On doit être égaux devant le roi et la loi. Et chose que les proches du roi n'ont pas apprécié, les conseillers du roi n'ont pas apprécié. Ils ont insisté, je peux donner le nom, Joseph Guitera, Kayibanda, Grégoire Mbonyumutwa. Ils disaient, on veut que le roi reste, qu'il reste Tutsi, mais on veut l'égalité.
Donc, ces conseillers du roi qui voyaient que s'ils étaient égaux devant le roi, ils perdaient leurs privilèges, ils ont préféré extrémiser, je dirais, la situation, donc être dur envers les Hutus. Et jusqu'à, on donnera les dates précises, mais jusqu'en 59, les Hutus, ils ont dit, écoute, on est des frères, on devrait s'entendre, vivre dans ce pays. Et ses proches du roi, les conseillers du roi, ils ont dit, on n'est pas des frères. C'est écrit. Ils ont écrit, ils ont envoyé une lettre au roi. Il y a des livres qui en parlent. J'ai même des copies si les gens sont intéressés. Je peux leur fournir des copies. Ils ont dit que ces Tutsis, proches du roi, n'étaient pas frères des Hutus. Alors les Hutus, ils ont dit, mais écoutez, si vous pensez que vous n'êtes pas nos frères, alors il faut qu'il y ait une démocratie. Donc, on doit avoir un président. Et c'est à partir de ce moment-là, ces paroles des proches du roi ont même choqué les Occidentaux, donc les missionnaires qui étaient là, ou bien des corps diplomatiques, enfin, les gens qui venaient au Rwanda. Ils n'ont pas compris comment ces gens pouvaient dire qu'ils n'étaient pas des frères des Hutus. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé, j'ai dit à 59, mais c'est à 57. Et en 59, ils ont commencé ce ils ont appelé la révolution de 59. Et à ce moment-là, les gens, certains extrémistes Tutsis, je dis certains extrémistes, pas tous les Tutsis, ils ont préféré même quitter le Rwanda, s'installer dans les pays limitrophes, dont le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et le Congo. Donc, le roi, il est parti avec eux, et en 62, il y a eu l'indépendance. Je vous épargne les détails pour les tractations qui ont eu lieu. Ils ont proposé à Grégory Kayibanda, s'il voulait un régime présidentiel ou parlementaire, on expliquera aux gens pourquoi et la différence peut-être le moment venu. Donc, je dirais, tu m'avais posé la question sur le conflit, si ça a toujours été, les conflits, s'il y a eu toujours des problèmes comme ça. Il y a eu ces problèmes et c'est à partir de là qu'il y a eu des réfugiés qui ont toujours attaqué le Rwanda en 63, en 65, 67, 69. Il y a toujours eu des attaques, mais c'était toujours une petite minorité de Tutsis qui avaient fui le Rwanda, qui ne voulaient pas entendre parler de la démocratie et surtout d'avoir un pouvoir non monarchique au Rwanda. Mais Grégory Kayibanda, il avait réussi à pacifier le pays. Il a fait, enfin, Grégory Kayibanda, son équipe, parce qu'il n'y avait pas que lui. Son équipe avait réussi à pacifier le pays, même s'il y avait des attaques de cette petite minorité extrémiste. Les Tutsis, ils étaient au Rwanda, ils étaient en paix, ils ont fait des business. Je peux vous donner des exemples des Tutsis qui s'étaient enrichis, qui faisaient des business sans problème. On aura peut-être le temps de parler de 73, mais ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, en 73, les Tutsis se sont installés encore plus, ils se sont enrichis, ils ont continué le business sans problème. On a même tendance à oublier, parce que depuis 1994, ou bien 1994 pour les francophones, on a tendance à oublier qu'on surnommait le Rwanda la Suisse de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y avait la paix, les gens s'entraidaient, on pouvait circuler dans tout le pays sans problème. Je ne sais pas si je n'ai pas été long, ou peut-être je peux m'arrêter là pour passer la parole à quelqu'un d'autre et je continuerai après. Merci. Ok, très bien. Donc, vous voulez nous dire simplement que en 1959, lorsqu'il y a eu la révolution, il y a les gens qui ont quitté le pays, mais pas parce qu'ils étaient chassés, mais plutôt parce qu'ils ne voulaient pas être dirigés par les Hutus. C'est ça? C'est exactement ça. Ok. Madame Claudine, comment se fait-il que d'un coup, il y a eu un changement brusque pour un pays où M. Gaston nous dit que le peuple vivait dans la symbiose et d'un coup comme ça, on se retrouve dans un pays où on parle de génocide, où il y a des milliers de personnes qui meurent sans vraiment
se rendre compte comme ça? Comment se fait-il? C'est vrai, c'est une bonne question. Si je peux revenir en arrière un peu par rapport à ce que M. Gaston vient de dire, je suis tout à fait d'accord avec lui. À l'époque, il y a eu le pouvoir monarchique. Après, les Rwandais, ils ont voulu passer à la démocratie. Ça s'est passé en 1959. Il y a eu la révolution. Je vais souligner là-bas, vous l'avez très bien dit, qu'il y avait un groupe des extrémistes qui ne voulaient pas être dirigés par les Hutus. Et ce n'était même pas être dirigé, c'était que le pouvoir puisse être et les Hutus et les Tutsis et voire même les Tois. Mais ces extrémistes-là, eux, ils voulaient absolument plus jamais se mélanger avec les autres ethnies. Donc, C'est là où je voulais il ne voulait pas partager le pouvoir. Voilà, le partage du pouvoir. Et c'est ce qui se passe maintenant pour revenir à ta question, pourquoi on en est arrivé au génocide. Et au fait, c'était ce groupe-là qui était parti à l'étranger, en Ouganda, s'installer au Congo. Il revenait au pays de façon, il s'infiltrait et, de façon très maligne. Et puis, il revenait aussi sans problème. Mais ils n'ont jamais cessé de penser à comment éliminer ces Hutus qui voulaient partager avec eux le pouvoir. Voilà, c'est peut-être on peut continuer à en discuter, mais la réalité, c'est ça, en fait. OK, merci beaucoup, Claudine. Monsieur Gaston, donc, vous venez de nous dire que depuis, après la révolution, depuis les années 60, il y a eu des attaques répétitives. Maintenant, on se retrouve en 1990 où il y a eu le déclenchement de la guerre ouverte par le FPR. Alors, pensez-vous que cette guerre peut être une source de désolation ou bien une source d'un élément qui peut dissocier ou bien qui peut créer un problème dans la société rwandaise? Oui, moi je pense que, tu sais, Bonheur, en Afrique, quand il y a la guerre, et surtout dans ces pays, dans ces petits pays africains pauvres, c'est qu'il y a quelque chose qui est voulu par une puissance extérieure, souvent occidentale. Et c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Et ça a créé des problèmes. Il y a une chose, il y a une chose que les Occidentaux utilisent partout dans le monde, et ça fonctionne, mais malheureusement, on ne fait jamais attention à cette chose. C'est que quand ils veulent exploiter une zone ou une région ou un pays où ils cherchent une richesse d'un pays, ils regardent deux choses. Soit il y a un petit groupe d'individus qui peut se rebeller contre le pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est organiser des élections truquées. Et c'est ce qui s'est passé au Congo. Vous savez que le monsieur Fayulu avait gagné les élections, mais ils ont mis le monsieur Chilombo, comme les Congolais l'appellent. Qui l'ont mis? Au Rwanda, il y avait un point faible, c'était qu'il y avait eu ce problème de 1959. Il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui disaient que, et je l'ai même entendu plusieurs fois parmi les gens qui disent qu'ils ont fui au pouvoir de Kagame, que ce soit Kayibanda et que ce soit Abiyarimana, ils n'ont pas répondu aux problèmes de réfugiés qui étaient à l'extérieur. Donc, les réfugiés rwandais qui voulaient rentrer. Mais je peux vous dire que si je suis chez toi et je décide de partir chez toi, comment puis-je arriver à l'extérieur et commencer à t'accuser de ne pas m'avoir ramené chez toi? Donc, si tu me dis tu es le bienvenu, tu es chez toi, je ne peux rentrer sans problème. Vous avez vu plusieurs fois que
Il y a des photos qui montrent que Kagame revenait au Rwanda. Il venait au Rwanda voir sa tante, il venait voir sa famille. Et donc, mais il ne voulait pas venir s'installer au Rwanda. On peut se poser des questions pourquoi. En 90, en 90 avant les attaques, j'écoutais beaucoup les informations, j'étais en secondaire. Il y avait, il y avait apparemment, enfin, il y a des écrits, des discussions entre le pouvoir de Habyarimana et le HCR. Il paraît que peut-être un jour tu inviteras un expert ou quelqu'un qui connaît très bien le dossier. Il paraît que ces réfugiés devaient rentrer, il y avait eu des accords. Mais ils ont préféré attaquer avant que ces accords ne soient signés. Parce qu'ils avaient peur que si les accords sont signés, beaucoup de réfugiés en avaient marre, ils voyaient comment le Rwanda progressait, ils voulaient rentrer. Et du coup, ces extrémistes qui les maintenaient à l'extérieur, donc qui ne voulaient pas qu'ils rentrent, ils ont préféré attaquer. Du coup, ils ont mis comme quoi, ils ont donné comme explication qu'il n'y avait pas de démocratie au Rwanda parce qu'il y avait un parti unique, ce qui était vrai. Et ça, cette attaque, pour répondre à ta question, ça a créé des problèmes entre la population. Pourquoi? Parce que les gens qui ont attaqué le Rwanda, ils prétextaient que les Tutsis étaient maltraités au Rwanda, ils n'étaient pas dans les organes administratifs du pays, et les Hutus qui étaient à l'intérieur du pays, ils n'avaient pas oublié les attaques qu'il y avait eu dans les années 60 par les rebelles qui sont surnommés Inyenzi. Inyenzi, ce n'était pas les Hutus qui les avaient surnommés Inyenzi. Le mot qui veut dire en Kinyarwanda, ingangura rugo ziyemeje kuba ingenzi. En abréviation, Inyenzi. Donc, ça a créé des problèmes entre la population parce qu'on ne se faisait plus confiance. Et les gens disaient, mais ces gens, évidemment, ce n'était pas tous les Tutsis, mais certains Tutsis qui surtout voyageaient en Ouganda, on ne leur faisait plus confiance parce qu'on se disait, mais s'ils vont là-bas, les attaques viennent de l'Ouganda. Et si eux, ils vont là-bas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il commençait à y avoir des soupçons. Donc, voilà, ça a cassé en fait, si tu veux, l'unité qui existait entre la population rwandaise. Et ça a fait mal au pays. Et je me souviens très bien, le président Habyarimana qui disait, ne tombez jamais dans le piège de l'ennemi. Ne tombez jamais dans le piège. Continuez à avoir l'unité entre vous. Malheureusement, les gens n'ont pas écouté. Et ça a donné ce que ça a donné. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou si je dois encore expliquer un peu Oui, plus. oui, c'est bien répondu, mais je voudrais m'adresser à Claudine pour nous faire une observation par rapport à la situation après le déclenchement de la guerre. Quelle était la situation entre la population rwandaise? Lorsque vous lisez, peut-être que vous n'étiez pas là bien avant, ou vous étiez encore jeune, comment la société vivait en harmonie par rapport au début de la guerre, du déclenchement de la guerre du FPR. Comment était la situation dans la population? Est-ce que réellement c'est un climat, qui était dû aux attaques, ou bien c'est un climat qui était là depuis fort longtemps à partir de la révolution de 59? C'est-à-dire à partir de 1990, quand la guerre a été déclenchée par le FPR. Okay. Yeah. Très honnêtement, j'étais au Rwanda, c'est vrai, j'étais jeune, mais dans notre famille, on fréquentait tout le monde et on était fréquenté aussi par toutes les ethnies. Même et les Blancs, et les Chinois, et les Hutus, et les Tutsis, voire même les toits, j'aime bien le dire. Chez nous, dans la maison, on avait une grande maison, on avait les autres maisons à côté, il y avait la maison de ma grand-mère. À côté de la maison de ma grand-mère, il y avait une maison des toits qui faisait les poteries. Et pour vous dire que
moi, personnellement, dans ma famille, dans notre village, il n'y avait aucun problème entre les Hutus et les Tutsis. Et je le dis souvent, en plus, il y avait les prêtres qui passaient chez nous pour aller prêcher un peu à la colline qui était tout près de chez nous. Le diocèse de Nyundo, en tout cas, il est bien connu partout. Il y avait une colline qui était un peu plus loin de chez moi, à Donghama. Et les prêtres, pour aller à Hama, ils passaient chez nous. C'est jusqu'à notre maison que la route s'arrêtait de façon qu'ils garaient leurs voitures ou leurs motos chez nous. Vous le savez très bien que beaucoup de prêtres, ils étaient Tutsis. Ils venaient à la maison. En plus, ça fait pas longtemps que je connais que tel prêtre qui venait à la maison, il était Tutsi ou tout. Mais à l'époque, quand il venait à la maison, je ne connaissais pas qui est Tutsi, qui est Hutu, qui est toi, quoi. Ça, c'est pour vous dire qu'à l'époque, il n'y avait aucun problème. En tout cas, moi, personnellement, et dans ma famille, on ne connaissait pas qui est Tutsi, qui est Hutu. Par contre, on attendait, par exemple, comme je me suis présentée, j'ai dit que je viens de Gisenyi. À Gisenyi, il y avait un monsieur qui était riche, qui est connu, il était commerçant. Il avait un gros cabaret, si je peux appeler comme ça. C'est lui qui a même écrit le livre. Il s'appelle comment encore, rappelle-moi. Kajeguhakwa, voilà. Ouais. Voilà, on allait un samedi après-midi chez lui boire. Il avait un cabaret qui s'appelait Sodevi. Voilà. Et il y avait les jeunes garçons, beaucoup, à peu près 20 ou plus même, qui étaient là-bas pour la musique. Quand on buvait, on mangeait, ils jouaient de la musique aussi. Et à un certain moment, on a entendu qu'ils sont formés pour attaquer le Rwanda. Et à ce moment-là, quand on a entendu ça, il a fui, le Kajeguhakwa en personne, il a fui vers le Congo. Il est passé à la barrière étant le marié. Et ça a fait beaucoup de bruit à Gisenyi. J'étais trop jeune, mais je me rappelle très bien. Du coup, la population, il ne savait rien. On était dans la paix, on était dans la joie, on vivait normalement, mais il y avait des gens qui savaient ce qu'ils devraient faire. Depuis les années 59, ils sont partis, ils n'ont jamais cessé de chercher les moyens de revenir pour ne pas continuer à être dirigés ou partager le pouvoir avec les Hutus. C'est comme ça que je peux expliquer les choses. Merci beaucoup, Claudine. Donc, je reviens chez Gaston parlant du prêtre et de comment vous viviez en harmonie avec tous ces gens-là, même que vous ne connaissiez pas si tel était Hutu, était un Tutsi ou toi. Alors, Monsieur Gaston, toi, tu étais déjà à l'école. Selon les dires, ce que les ont dit, est-ce que vraiment tu es au courant de cette situation ou bien c'est, je ne sais pas. Essayer d'éclairer les gens parce que quand on dit que on mettait les gens en évidence pour les dire, bon, levez-vous les Tutsis, on les maltraitait. Comment était dans votre école? C'était comment? Bah, merci Bonheur. Bah, il y a même, j'ai un collègue qui m'a posé la même question. Il m'a demandé comment ça se faisait que on cherchait toujours à identifier les Tutsis. Moi, quand je lui ai dit que ça, je n'ai jamais vécu ça, mais le gars, il était étonné. Alors, je ne sais pas comment les gens entraient dans des écoles secondaires parce que vous voyez, j'avais 18 ans, donc je ne sais pas. Quand la guerre a commencé, j'avais 18 ans et j'étais en troisième secondaire. Je n'ai jamais vu, je n'ai vu aucun professeur ou un directeur d'école demander à quelqu'un de se lever parce qu'il était Tutsi. Moi, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Et je suis étonné de voir que les gens qui disent qui sont instruits, que c'était déjà qui devaient éclairer la population ou bien la communauté internationale, racontent des conneries pareilles. Je n'ai jamais compris pourquoi. Si je peux me permettre, Gaston, ce n'est pas pour vous couper la parole. Non, il n'y a Je pas de pense que c'était cas par cas. Par exemple, moi, j'ai vécu ça à Nyundo, à l'école primaire. On nous a dit,
on nous a dit les Tutsis là-bas et les Hutus là-bas. Mais à la fin, c'était juste, enfin, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a jamais maltraité quelqu'un pour ça. Je me rappelle, moi, je ne savais même pas si j'étais Hutu ou Tutsi. J'ai dit à ma maîtresse que je ne connais pas. Et puis, elle m'a dit, tu vas demander à tes parents. Quand j'ai demandé à mes parents, mon père, il m'a dit, demain, je t'amène à l'école et je vais dire ça moi-même à ta maîtresse, à ta prof. Et le soir, je lui ai demandé, tu as dit quoi à ma maîtresse? Elle a dit que, franchement, il ne m'a pas dit si je suis Hutu ou Tutsi. Et quand on nous a fait ça, on n'a pas blessé personne, ni que ce soit dans les paroles ou la taper ou non. On n'a rien fait. Et des fois, on voyait bien, enfin, par exemple, nous, à Nyondo, à l'école primaire, il y avait les enfants des professeurs. Les Tutsis, ils habitaient tout près toujours de l'église, à côté des écoles. Beaucoup, en tout cas. Moi, j'ai dit, dans notre village, à 500 mètres, il y avait 3 Tutsis. Mais à l'école où j'étais, à l'école primaire à Nyondo, comme les Tutsis, ils étaient des professeurs, des maîtresses de l'école primaire. Enfin, c'est eux qui avaient, si je peux me permettre, un professeur à l'époque, ils avaient de bons travail. Alors, quand on nous dit, quand on nous avait demandé les Tutsis, qui ce soit là-bas, les Hutus là-bas, on n'a rien fait à celui qui était présenté comme Tutsi, ni à celui qui s'était présenté comme Hutu. Je vous dis que ce jour-là, moi-même, je ne savais pas, je ne me suis pas présentée comme qui que ce soit. Et après, je n'ai même pas su si j'étais Hutu ou Tutsi. Moi, je suis ça en 1993, quand on nous a commencé vraiment à nous attaquer, et j'ai demandé à mes parents pourquoi on nous attaque. Oui, excusez-moi, c'était juste pour compléter. Je pense qu'au Rwanda, il y a des choses qui sont cas par cas, qu'on ne doit pas généraliser. Voilà que vous n'avez pas vécu ça, et moi, j'ai vécu ça, et je vois d'autres amis qui parlent de ça, mais la vraie réalité, on ne tuait pas, on ne tapait pas personne parce qu'il s'est présenté s'il est Hutu ou Tutsi. Merci. OK. Oui. Non, c'est très important de signifier cela. Donc, Monsieur Gaston, tu peux continuer? Oui, merci. Si je peux juste continuer. Merci Claudine pour ces éclaircissements, parce que des fois, les gens exagèrent une situation qui n'était pas vraiment la vraie, la vraie. Donc, je vous disais que moi, je n'ai vu aucun professeur ni un directeur d'école demander à quelqu'un de se lever parce qu'il était Tutsi. Par contre, il y avait en secondaire, à chaque année, on devait voter ce qu'on appelait des responsables de cellules, donc en interne, des représentants d'autres élèves. Et là, il y avait des représentants venant de chaque, je dirais, par exemple, de première en troisième, de troisième en sixième. On choisissait plus ou moins 5 personnes. Et parmi ces 5 personnes, n'oubliez pas qu'on avait des cartes d'identité dans lesquelles il y avait, c'était marqué Hutu ou Tutsi. Mais le directeur il demandait, et à la fin il disait, il faut que chaque parti soit représenté. Si, par exemple, comme évidemment, les Hutus ils sont 85, 84%, les autres ils sont 15%, il pouvait y avoir des élections et il n'y avait aucun représentant Tutsi, ça pouvait arriver. Mais le directeur il tenait à ce que chaque personne soit représentée. Je me souviens, j'étais à Shogwe. Chaque ethnie, c'est ça? Oui. J'étais à Shogwe, il y avait une fille, on disait qu'elle était toi, cette fille, d'origine toi. Elle faisait toujours partie des représentants parce qu'il fallait que chaque parti soit représenté. Et c'est ce qui y est arrivé les 2 ou 3 fois qu'on a voté. Et le directeur il a dit, une fois, il n'y avait aucun Tutsi, il a dit non, il faut qu'il y ait quelqu'un, un Tutsi, 1 ou 2, qui représentent les autres. Et là, ils ont été désignés, pas élus, désignés. Donc, c'est le seul moment où j'ai vu le directeur dire non, il faut choisir quelqu'un et ça doit être un Tutsi pour représenter aussi, c'est dans la démocratie, mais il faut qu'il y ait un représentant. Et la deuxième fois que peut-être j'ai vu quelque chose comme ça, et c'était sérieux, on a choisi un doyen, les gens qui ont étudié à Shogwe,
qui était à Chogoya 94, ils le savent. Notre doyen, je ne savais pas qu'il était Tutsi, honnêtement, parce que je blaguais avec lui, et sans problème, il y avait la guerre, mais on blaguait, c'était un ami, comme tout le monde, comme tous les autres, et je ne faisais pas attention. Et le gars, il a été élu. Pourquoi? Non pas parce qu'il était Hutu ou Tutsi, je l'ai appris après qu'il était Tutsi, parce qu'à un certain moment, il s'en vantait. Mais c'est quelqu'un qui était, tu vois, les gens qu'on appelle des gentlemen, des gens qui voulaient impressionner les autres. Et ce gars, on l'a élu comme doyen. Et pourtant, ils étaient les Tutsis, ils n'étaient pas majoritaires à l'école. Mais on l'a choisi, il a été élu, il a bien fait, plus ou moins, il a bien fait son travail. Avant lui, il y avait un Hutu qui avait bien fait son travail. Donc, c'est le seul moment où je peux dire que les gens disaient, ah, c'est un Tutsi ou c'est un Hutu. Le reste de ça, j'ai fait partie d'une équipe de volleyball. Je peux vous dire que dans cette équipe de volleyball, les gens connaissent l'équipe de Chogo de volleyball. 80%, je dirais même 90%, c'était des Tutsis. Mais j'étais là, j'étais Hutu, j'ai fait partie de cette équipe. J'ai même été capitaine de l'équipe. Donc, pour vous dire que on se sentait à l'aise. Il n'y avait pas cette haine qu'on voyait ou qu'on apprend aux gens au Rwanda actuellement pour séparer les gens. Moi, honnêtement, je n'ai pas vécu ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais l'histoire de demander aux gens de se lever parce qu'ils sont Tutsi ou Hutu, je n'ai jamais vu ça. Merci beaucoup, Monsieur Gaston. J'ai quand même une question, parce que lorsque vous parlez des Hutus, des Tutsis, des Touan dans les écoles, vous venez de parler de ça, Claudine a parlé de ça. Maintenant, dans les autres pays en Afrique, par exemple, lorsque vous regardez, il y a les pays où on peut trouver plus de 80% de Tini. Alors, c'est un pays, les ethnies, comment les différencier? On les différencie par leur nom, surtout par leur nom. Chaque ethnie a un nom particulier. Donc, lorsqu'on parle de Gaston, par exemple, on parle de Mutarwa, on sait que Mutarwa, c'est de terre Teni. Par contre, au Rwanda, nous n'avons que 3 ethnies. Nous parlons même langue. Nous avons les mêmes noms. La plupart, on se ressemble. Comment se fait-il que, par exemple, dans une école, on peut savoir tel c'est un Tutsi, tel c'est un Hutu, tel c'est un Toi? Comment identifier, vous, ces gens-là? Je ne sais pas si je peux répondre, peut commencer à répondre ou Claudine peut commencer. Non, vas-y. Oui. Elle va suivre parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle ne sait pas déjà, elle a répondu à la question. Mais comme toi, tu étais déjà à l'école secondaire, là, tu peux nous dire exactement comment les gens se débrouillaient pour savoir, bon, si le directeur dit non, chaque ethnie doit être représentée. On doit avoir un Tutsi, on doit avoir un Toi, on doit avoir un Hutu qui représente l'ethnie. Ça veut dire, puisque bien avant, vous avez dit que dans les cartes d'identité, on mentionnait que tel c'est un Hutu, tel c'est un Toi, tel c'est un Tutsi. Est-ce qu'avant de faire cela, le directeur pouvait demander l'identité de la personne pour savoir s'il est Hutu, il est Toi, et peut-être désigner un tel pour représenter son ethnie, ou comment ça se passait? Bon, je peux revenir si tu permets juste 2 minutes, enfin 1 minute pour revenir en arrière. Hein. Ok, Je peux vas-y. rappeler que l'histoire des cartes d'identité, ce n'était pas quand les Hutus sont arrivés au pouvoir, quand il y a eu la démocratie, qu'on a mentionné les ethnies, les Hutus, Tutsis, Toi, dans les cartes d'identité. Ok. Ça a été fait à la demande de pouvoir monarchique au Rwanda. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Je remercie Gaston Mutarwa et Claudine Mukashema. Merci d'être avec nous et à très bientôt. Ciao.
amahoro